السلام على أشرف المرسلين. نعطي انطلاقة إشغال الجلسة العلمية الرئيسية بمناسبة الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2024 في دورتها التاسعة تحت شعار قوانين المالية أية استدامة. إذن سننطلق مباشرة مع مختلف السادة الأساتذة المتدخلين في أشغال هذه اللجنة في أشغال هذه الجلسة العلمية الرئيسية. سننطلق في البداية مع الأستاذة سامية الجراري عضوة منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وهي دكتوراه في الاقتصاد والتدبير بمداخلة تحت عنوان ميثاق وأولويات قانون المالية لسنة 2024 أمام تحديات الاستدامة. فلتتفضل مشكورة. فقط مسألة تنظيمية، سنحدد التوقيت في حدود 15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشروع بالمداخلة اسمحوا لي بتقديم خالص عبارات الشكر والتقدير للحضور الكريم وللمتدخلين ولجامعة بن طفيل على وعبارات الامتنان لمساندتها للقافلة التواصلية. ويشرفني أن أكون برحاب الجامعة العريقة للمرة الثانية. منذ سنتين كانت خلال الندوة الختامية، وهذه السنة لانطلاق القافلة التواصلية لقانون المالية. مداخلتي اليوم تحت عنوان Contexte, priorités et défis de soutenabilité de la loi de finances pour l'année 2024. Le contexte de la préparation de la loi de finances représente l'ensemble des facteurs exogènes et endogènes liés à la conjoncture économique et financière, aussi bien national qu'international, dans lequel se prépare le budget de l'État. Ce contexte-là, il influence, pas uniquement, mais oriente le choix, les priorités des dépenses publiques, ainsi que le niveau de perception des recettes. Autrement dit, il équilibre l'équilibre budgétaire de l'année à venir. Le contexte actuel On aura l'occasion de visualiser durant cette présentation le contexte, les principales orientations et le défi de soutenabilité, qui n'est pas uniquement une simple priorité de la loi de finances, mais une priorité exigée. Et aussi, on a choisi le thème de la soutenabilité comme titre de notre caravane de la loi de finances de cette année. Dans un contexte international marqué par l'inflation, principalement alimentaire, qui nous a tous impactés, par une fréquence accrue des sécheresses, de la vulnérabilité face au changement climatique et la pénurie d'eau, et qui est un sérieux obstacle à la croissance de notre pays. L'environnement extérieur, il est mouvementé, il est agité, il est difficile, et aussi cela se rajoute au niveau national les répercussions du séisme. Un séisme qui nous a rappelé pas mal de choses importantes, à savoir le renforcement de la préparation de la résilience du pays pour faire face à des catastrophes de plus en plus récurrentes durant les années récentes et qui sont imprévisibles. Une analyse de contexte est un préalable à la définition des hypothèses de la loi de finances. Ces prévisions indispensables nous permettent de prévoir le niveau de recettes qu'on va collecter et le niveau de dépenses qu'on aura et l'activité économique. Pour la loi de finances de 2024, notre gouvernement mise sur une croissance de 3,7%, sachant que notre premier partenaire économique, qui est la zone euro, prévoit une croissance de 0,7 et le FMI prévoit une croissance mondiale de 1,2. On mise sur une croissance de 4%, un déficit budgétaire de 4% qu'on prévoit de réduire de 5 points durant les 3 années à venir, un taux d'inflation de 2,5%, sachant qu'on clôture l'année avec une inflation de 6%, et un cours moyen de gaz butane de $500 la tonne.
Est-ce que les prévisions sont réalistes? À quel point elles sont crédibles? Le taux d'optimisme de notre gouvernement est-il élevé ou modéré? De quoi animer le débat? Les hypothèses de la loi de finances de l'année rentrent dans une trajectoire triennale, à savoir la programmation budgétaire triennale. On n'a plus le luxe d'analyser une loi de finances pour une seule année, sans prendre en considération ce qui va venir. Cette trajectoire, elle est censée être transparente et elle est censée être mise à jour chaque année. L'année dernière, on était dans la programmation budgétaire triennale de 2023-2025. Là, on parle de 2024-2026. Qu'est-ce qu'elle a ramené comme mise à jour, cette loi de finances? Pour ce qui est de la croissance, on prévoit 3,7, une réduction en 2025 à 3,5 et 4% et un rebond en 2026. Si vous allez regarder comme première vision, on va remarquer que le Maroc veut réduire sa dépendance à la valeur ajoutée agricole. Pourquoi? Parce qu'elle dépend des aléas climatiques et on est de plus en plus touché par la sécheresse et le changement climatique. Donc, on mise de moins en moins sur la valeur ajoutée agricole qui va baisser à 4,8 aux alentours de 2026 et on essaye de regagner en matière de valeur ajoutée non agricole pour être à 3,9 en 2026. Pour ce qui est de l'inflation, contrairement aux prévisions mondiales, on prévoit une bonne réduction et on n'essaye pas uniquement de réduire l'inflation, mais de réduire aussi et la dette et le déficit budgétaire. Quel challenge pour notre gouvernement et pour notre programmation budgétaire? La loi de finances, comme je l'ai mentionné, elle va ramener des changements à cette programmation budgétaire triennale de l'année dernière. Qu'est-ce qu'elle ramène, la loi de finances de 2024? De 1, le séisme. On ne s'y attendait pas. Et tout d'un coup est devenu la première priorité de la loi de finances. Des mesures liées aux dépenses de personnel et on est tous éblouis par ce qui se passe en termes de dialogue social. On a l'accompagnement des établissements entreprises publiques et ainsi que le soutien du social, aussi bien la continuité des réformes et des chantiers de réformes structurelles. Finalement, la loi de finances retrace 4 priorités. Notre gouvernement mise en premier lieu, sous les orientations royales, à la reconstruction et à la mise à niveau des zones sinistrées par le séisme d'El Haouz, avec un budget de 120 milliards de dirhams étalé sur 5 ans. Soutenir le pouvoir d'achat, soutenir l'agriculture qui souffre de la sécheresse, et quand on parle de sécheresse au Maroc, un pays purement lié à l'agriculture dit l'augmentation des inégalités sociales, l'inflation alimentaire, la diminution du pouvoir d'achat, etc. Aussi bien la consolidation de l'État social, les réformes structurelles, la généralisation de l'AMO, etc., ainsi que la soutenabilité des finances publiques, comme dernier point et non le moindre, et cette soutenabilité est le gage de la continuité de l'ensemble de ces réformes-là. Si on se focalise sur le budget de cette année-là, on remarque que le total recette est largement inférieur aux dépenses. Et il y a aussi une bonne masse de charges qui apparaît sous le nom de charges communes. Qu'est-ce que c'est que les charges communes? Gérées par qui? C'est la particularité du ministère de Finances. On les retrouve dans le budget on ne les retrouve pas dans le budget des autres départements ministériels, uniquement chez le ministère des Finances. Et ces charges communes sont dédiées à quoi? À la couverture de la compensation, des charges de la compensation et de prise en charge des mesures d'impact et d'accompagnement aussi bien à la couverture des dépenses liées à la CMR, ainsi que l'appui aux politiques sociales, aux actions de coopération internationale et aux autres institutions, à savoir les versements qu'on fait au profit du compte d'affectation spéciale
qui finance l'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale. Ces charges communes, cette masse de dépenses, elle est pratiquement stable durant la projection triennale. Comme j'ai bien dit, ça ne sert à rien de se focaliser sur la loi de finances à elle-même, mais il est de plus en plus judicieux de visualiser les projections sur les 3 années à venir, à savoir la programmation budgétaire triennale. Ce qui nous saute aux yeux, déjà, on remarque l'amélioration des recettes fiscales, d'où déjà on parle des mesures des réformes, et cette année-là, à partir de janvier, on va ressentir la réforme de la TVA qui à elle seule prévoit de ramener aux caisses de l'État d'ici 3 ans au-delà d'1 milliard de dirhams. On remarque aussi la baisse de la compensation, au détriment de qui, je ne saurais dire, mais cette baisse des dépenses de compensation rentre dans le cadre du redéploiement progressif des ressources à la généralisation de l'AMO dans le secteur non contributif. Aussi bien l'investissement public, et là on remarque que les dépenses d'investissement vont baisser pour arriver à quelque chose comme 99 millions de dirhams en 2026. Qu'est-ce qui se passe? On compte plus sur le levier de partenariat public-privé pour atteindre 6% à partir de 2026. Les partenariats publics-privés qui jouent un rôle important dans la relance du pays, tout en limitant les apports financiers de l'État. En contrepartie, on donne l'accès au privé à des secteurs très productifs et qui génèrent énormément de rentabilité. Ce budget, il est dispatché entre qui? Pratiquement une vingtaine de ministères, mais il n'y a que 7 qui s'accaparent la part de Lyon. Il est pris majoritairement, il y a le ministère de l'Éducation nationale qui s'accapare de 19% des dépenses de l'État, 15% par exemple chez notre voisin la Tunisie. L'éducation qui est la préoccupation majeure des Marocains, mais qui malheureusement on est toujours à 2 enfants sur 3 de l'école publique qui ne maîtrisent pas les apprentissages de base. On est à un taux de déperdition de 300 000 élèves. On est à un taux de NEET, Not in Education Employment Training, une catégorie de nos jeunes qui ne font rien, qui ne sont ni à l'école, qui ne travaillent pas et qui n'ont aucune formation. Ça, c'est un autre sujet de discussion qui peut alimenter le débat, avec 20% de notre budget. Et là, le reste, diapo d'avance, s'il vous plaît. Le reste, entre le ministère de l'économie et des finances, charges communes. Là, on ne parle pas du budget de ministère en lui-même. Ses dépenses de fonctionnement et son investissement. Mais les charges communes, il y a la défense, l'intérieur, la santé, l'agriculture et l'équipement et de l'eau. Pourquoi l'agriculture et l'équipement? Parce qu'on est dans le chantier de la refonte des infrastructures d'équipement en eau et d'irrigation pour soutenir la capacité et la résilience du pays face à la sécheresse et au changement climatique. Et là, c'est très apparent lorsqu'on voit le ministère de l'Équipement et le ministère de l'Agriculture qui investissent la grande part de leur budget, alors que l'éducation nationale, avec le plus grand budget, on a au-delà de la moitié qui part pour financer les traitements des fonctionnaires. Comme il est bien évident, on a déjà remarqué le déficit budgétaire. Nos recettes ne suffisent pas pour couvrir nos dépenses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? S'endetter. La dette et le déficit budgétaire. Qu'est-ce que c'est que cette dette de l'État? C'est l'ensemble des emprunts qu'octroie le pays et aussi garanti pour les établissements publics pour financer l'accumulation des déficits. Le déficit, il concerne l'année. La dette, c'est l'accumulation des déficits au long des années. Quelle est la structure de la dette
publique au Maroc. Elle est majoritairement sur le moyen et long terme. Elle était majoritairement intérieure jusqu'à cette année-là où, à partir de l'année dernière, on commence à s'orienter plus aux emprunts extérieurs. Qu'est-ce que c'est qu'un emprunt extérieur? Les emprunts extérieurs ou les emprunts internationaux, qu'ils soient bilatéraux avec les États ou multilatéraux avec des partenaires techniques et financiers et aux autres institutions. D'ailleurs, on a assisté juste hier à la signature d'un prêt aux alentours de 250 milliards d'euros avec la coopération allemande pour soutenir le chantier de la protection sociale, avec 120 milliards et l'eau ainsi que le transport, et une autre partie qui dépasse légèrement la moitié des emprunts nationaux, notamment en émettant les bons de trésor et les obligations. Cette dette intérieure, elle comprend en grande partie les garanties de l'État. L'État se porte garant pour les crédits des établissements publics, à l'instar de l'ADM, avec 48% de sa dette, l'ONCF, l'ONE, l'ONDA et j'en passe. Cette dette-là, est-elle un problème ou une solution? Un sujet qui alimente le débat entre économistes. Faut-il en faire une préoccupation majeure? On est tout à fait d'accord que l'État actuellement il est en train de relancer. Lorsqu'on parle politique de relance, cela implique que les dépenses dues au plan de relance ne sont pas des dépenses de fonctionnement, mais des dépenses d'investissement qui doivent être effectuées, qui sur le long terme, donc amorties au fil des années. Lorsque la croissance sera revenue, les recettes de l'État vont augmenter et donc se désendetter après, de façon d'inscrire définitivement la dette de trésor vers 2026 à 68,5. Il n'existe pas de dette optimale si elle est utilisée d'une façon à assurer la viabilité du futur. Elle s'autofinance. Le taux d'intérêt réel qui doit être inférieur au taux de croissance. Sachons, donc le taux d'intérêt réel qui doit être inférieur au taux de croissance pour que la dette soit soutenable. Il n'existe pas de dette optimale comme j'ai mentionné tant que l'État a la possibilité d'honorer ses engagements présents, futurs, ainsi en menant des politiques économiquement faisables et politiquement réalistes. Il ne faut jamais être brutal en parlant des finances publiques de l'État. Il est temps, j'estime, de parler de soutenabilité. Un mot qu'on entend régulièrement dans l'actualité, dont l'usage récent révèle la manière dont nous percevons notre situation. Il est de plus en plus temps de s'interroger sur le caractère soutenable des évolutions en cours. Pourrons-nous soutenir la dette croissante, la dégradation de l'environnement? À ce qu'il paraît, on y croit. On a même forgé un mot qui est la soutenabilité, qui est apparu à partir des années 90. Latin sustinere signifie tout simplement empêcher de tomber. En anglais, sustainability, qui désigne le caractère de ce qui est soutenable. Pourquoi tout ça? C'est pour répondre à la question: est-ce qu'on va laisser aux générations futures suffisamment de ressources pour avoir un niveau de bien-être au moins équivalent au nôtre? Je fais. Ok. Le remède miracle est bien la soutenabilité. Donc on a la volonté de lutter contre l'inflation, contre le déficit. La solution à la crise, c'est la crédibilité et la soutenabilité budgétaire. Pour avoir cette soutenabilité budgétaire, il faut maîtriser des risques qui sont budgétaires. Un risque budgétaire, c'est un risque qui, au cas où il se matérialise, il va entraîner une déviation par rapport aux trajectoires cibles du déficit et de la dette. Ainsi, on doit prendre des mesures et on doit prévoir ces mesures pour les atténuer. J'ai choisi un petit exemple de deux catégories de risques, à savoir, de un, les risques macroéconomiques. On est sujette aux risques climatiques, à la volatilité des prix et aux risques liés à la zone euro. Par exemple, vu qu'on est lié au risque à la zone euro, vu que c'est notre premier partenaire principal en matière de tourisme, d'investissement et même de transfert des Marocains résidant à l'étranger, donc la contagion elle est forte.
la stratégie d'appui ne peut être, ou d'atténuation ne peut être que la diversification des partenaires. On a la mobilisation des marges budgétaires et la subvention des secteurs pour faire face aux risques climatiques. C'est ce qui s'est passé avec la subvention du secteur de l'agriculture. Ainsi que réduire notre facture énergétique, renforcer notre résilience et développer nos énergies renouvelables. Là, la crise climatique, c'est en même temps une menace et aussi une opportunité vu qu'on dispose d'une panoplie de richesses et en matière d'énergie renouvelable, d'énergie éolienne, etc. Le deuxième risque, c'est le risque lié à l'exécution budgétaire, tout dérapage dans l'exécution budgétaire qui peut impacter et le déficit ou la dette. Cela peut être dû à l'investissement public qui peut être décalé, par exemple. Donc, on a prévu le plafonnement des crédits de report avec la loi organique des finances. Et vivement le chantier et la réforme des établissements et entreprises publiques et le renforcement des partenariats publics-privés. On a le dialogue social qui nous ramène à chaque fois de prévoir plus d'enveloppes budgétaires. En matière de recettes fiscales, on mise sur une amélioration de recettes fiscales avec l'application de la réforme fiscale. Tout ça pour atténuer... Suivant, s'il vous plaît. Il y a des risques identifiables, d'autres non identifiables et d'autres carrément imprévus auxquels, pour y faire face, il faut améliorer les marges budgétaires et adopter des hypothèses prudentes, un peu moins optimistes qu'on a l'habitude de voir. Et je vais clore pour dire comme quoi le rétablissement des marges budgétaires, pour respecter le temps, voilà, s'il vous plaît. Pour conclure, permettez-moi d'insister sur le fait de... Suivant, s'il vous plaît. Next. Permettez-moi de mentionner que le gage de la poursuite des réformes dépend profondément du rétablissement des marges budgétaires, qui dépend de plusieurs questions politiques, à savoir l'assainissement budgétaire qui doit se poursuivre, ainsi que redoubler d'efforts en élargissant l'assiette fiscale, améliorer l'efficacité de l'administration fiscale, rationaliser les dépenses, notamment l'introduction, on l'a vu avec l'introduction de registres social unifiés. La soutenabilité budgétaire, gage d'équité intergénérationnelle. Il y a le passif, mais il y a aussi l'actif de l'État. Car on évoque plus en plus de réformes, de chantiers sur plusieurs années, mais cela n'empêche, nous vivons une angoisse collective. Détrompez-moi. Voilà, merci. On a besoin de savoir plus à propos de la soutenabilité des programmes. Ce qui nous importe, ce n'est pas seulement aujourd'hui... Une seconde. Ouais. Ce qui nous importe, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais aussi la durabilité dans le temps. Ceci sous différents aspects. La confiance aussi, je l'ai mentionné, l'économie de la confiance. La confiance est une question économique. Si on n'a pas confiance entre les individus, on n'aura jamais l'économie de marché qui va fonctionner. Mesurer le bien-être des économies, c'est mesurer aussi la confiance entre les individus et la confiance envers les institutions. Merci pour votre attention.